Merci. Bon, je voulais bien sûr remercier les organisateurs de cette réunion de m'avoir convié à vous parler de cette interaction qui est maintenant, je pense, bien prouvée entre maladie de Parkinson et idiopathie et l'exposition aux produits phytosanitaires. Si ça marche, non, pas encore. Non, je peux pas mis en route. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson? C'est une maladie neurodégénérative qui est une maladie fréquente. Elle est moins fréquente que la maladie d'Alzheimer. On estime actuellement à environ 1 900 000 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Le début de la maladie de Parkinson se situe entre 50 et 60 ans, en sachant que cette maladie peut apparaître beaucoup plus tôt, elle peut parfois apparaître à 30 ans. On estime que 10% des patients débutent cette maladie avant 40 ans. Alors, la symptomatologie de la maladie de Parkinson, elle est très classique et souvent reconnue dans la population générale par le tremblement, le fameux tremblement de la maladie de Parkinson. Et tout patient qui vient me voir en consultation avec un tremblement pense qu'il a une maladie de Parkinson. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, il y a d'autres causes de tremblement. Le deuxième symptôme qui est particulièrement gênant dans la maladie de Parkinson au début de son évolution, c'est la lenteur gestuelle et la maladresse accompagnant cette lenteur gestuelle. Et enfin, le troisième grand symptôme, c'est la raideur parkinsonienne qui donne cet aspect du patient en flexion. Ici, il s'agit de patients qui ne seraient pas traités et dont l'évolution clinique se traduit par un aspect en triple flexion de toutes les articulations. Alors, cette maladie est heureusement traitable par des médicaments et la durée d'évolution de cette maladie est estimée entre 15 et 20 ans. Alors, si on regarde les données justement dont on a déjà un petit peu parlé ce matin, qui proviennent en fait de l'Institut de veille sanitaire, on peut avoir une estimation actuelle de la prévalence de cette maladie, c'est-à-dire le nombre de cas de patients en France, qui est estimé à environ 150 000, avec une incidence, donc le nombre de cas nouveaux par an, qui est de l'ordre de 0,3-0,4 personnes par 1000 personnes et par an. Il y a plus de sujets de sexe mâle atteints que de patients de sexe femelle, avec un sexe ratio de 1,5. Et vous voyez ici, sur ces courbes, en fait, l'évolution de l'incidence et de la prévalence. Alors, la prévalence ici, vous voyez que, effectivement, c'est à partir de 60 ans que les patients sont atteints de cette maladie, avec un risque qui cumule vers 80 ans et ensuite qui diminue, sans qu'on sache trop d'ailleurs pour quelles raisons il diminue. Et si vous regardez l'incidence, eh bien, les courbes sont à peu près superposables, avec en moyenne 0,3 personnes pour 1000 personnes et par an, en sachant que l'incidence est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Alors ici, on peut regarder comment, toujours à partir des mêmes résultats, comment se répartit l'incidence de la maladie en France. Vous voyez qu'elle est assez hétérogène, avec des départements où l'incidence de la maladie est plus élevée que d'autres, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. En Auvergne, l'incidence de la maladie est relativement faible, et en particulier plus faible dans l'Allier, surtout pour les hommes, moins pour les femmes. Alors qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson? Donc, je vous ai dit, une maladie dégénérative qui touche en fait une petite région du cerveau, qui se situe en plein milieu du cerveau, au niveau d'une petite structure qu'on appelle la substance noire, parce qu'elle est noire quand on l'examine à la coupe histologique. Cette petite région est constituée de 500 000 cellules nerveuses à peu près, et ces cellules sécrètent une substance qu'on appelle la dopamine. Et cette dopamine, en fait, elle va avoir deux actions principales. D'une part, agir sur les circuits qui commandent la motricité, ce qui explique les symptômes de tremblement, de raideur, de lenteur gestuelle. Et puis aussi, elle projette sur le cortex cérébral, et de ce fait, le manque de dopamine peut entraîner certains symptômes comme la dépression, l'anxiété, qu'on voit fréquemment chez les patients parkinsoniens. Alors, simplement pour vous montrer ici un neurone, une cellule nerveuse de cette fameuse substance noire que vous retrouvez ici. Ici, bien sûr, c'est très grossi. Et un des
éléments qui nous permettent de dire que ce neurone est en train de dégénérer, c'est la présence d'un corps de Lévy. Et je vous en parle parce qu'en fait, il contient des agrégats qui correspondent en fait à des déchets sécrétés par la cellule nerveuse, et ces déchets s'accumulent dans le neurone, si bien qu'au bout d'un certain temps, cela tue le neurone, ça tue la cellule nerveuse. Un point important à connaître, c'est que c'est une maladie qui débute environ 15 ans avant les premiers symptômes. Je vous ai dit tout à l'heure que la maladie commençait vers 50-60 ans. En fait, le tout début du vieillissement de ces cellules nerveuses débute 15 ans plus tôt et ne s'effectue pas forcément dans la région de la substance noire dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais débute plus bas, dans le tronc cérébral, au niveau de la moelle épinière, si vous voulez, et va progressivement envahir la partie basse du cerveau, puis l'ensemble du cortex cérébral, ce qui explique d'une part que la maladie met 15 ans pour incuber, et d'autre part qu'elle va évoluer dans le temps, c'est-à-dire que petit à petit la dégénérescence neuronale va toucher l'ensemble du cerveau au bout de 15 à 20 ans d'évolution. Ce qui veut dire que dans le domaine du risque phytosanitaire, il faudrait qu'on puisse explorer toute la période qui correspond à la période dite précédente à la maladie de Parkinson de 15 à 20 ans. Il faudrait donc pouvoir suivre des populations pendant très longtemps pour faire un lien exact entre la prévalence de cette maladie et un risque, quel qu'il soit phytosanitaire ou autre. Alors, concernant la physiopathologie des causes de la maladie de Parkinson, il y a deux types de risques qui ont été identifiés. Les causes environnementales, bien sûr, dont on parlera de façon plus importante tout à l'heure, mais aussi des causes génétiques. Et ces fameuses causes génétiques ont été bien identifiées depuis maintenant une vingtaine d'années. Le premier gène associé à la maladie de Parkinson a été découvert en 1995. Et actuellement, on pense que le risque est d'autant plus exacerbé qu'il y a des facteurs génétiques, quels qu'ils soient, et un facteur environnemental, quel qu'il soit. Et cette association va avoir un rôle synergique, augmentant le risque de survenue de la maladie de Parkinson. Alors, concernant la génétique, je ne vais pas détailler ce tableau, mais il faut savoir qu'il y a des gènes qui sont maintenant associés à cette maladie. On a identifié 17 gènes depuis 20 ans, et ces gènes, lorsqu'ils sont présents au sein d'une personne, va permettre d'expliquer environ 15% des cas de maladie de Parkinson. Donc 15% sont liés à des gènes avec une transmission dite héréditaire, autosomique, dominante ou récessive, c'est-à-dire que lorsqu'on est porteur de ce gène, on a une chance sur 2 ou une chance sur 4, en théorie, d'avoir la maladie de Parkinson. Néanmoins, ces gènes ont une pénétrance qui est incomplète, c'est-à-dire même si on est porteur du gène, on n'est pas sûr de développer la maladie. Donc il y a d'autres facteurs qui sont associés. Autre chose sur laquelle on travaille beaucoup actuellement, ce sont les gènes que l'on appelle de susceptibilité génétique, c'est-à-dire que l'association d'un nombre élevé de gènes va favoriser l'émergence du risque de développement de cette maladie. Alors ce sont des études qui sont actuellement en cours, qui ont permis d'identifier une combinaison de nouveaux gènes, mais pour arriver à pouvoir ressortir ce risque génétique qui est faible, il faut travailler sur des consortiums internationaux d'équipes mondiales, puisqu'il faut travailler sur des millions de patients à risque ou exposés. Alors, quelles sont les causes quelle est la conséquence de ces mutations de gènes? En fait, ils vont tous intervenir sur l'élaboration de ces fameux corps de Lévy dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand une cellule vit, elle sécrète des protéines, et ces protéines, au bout d'un certain temps, elles vont être éliminées et récupérées pour faire autre chose. Eh bien, tout cela nécessite une machinerie extrêmement complexe, et si cette machine fonctionne mal, ceci va se traduire par une accumulation des protéines qui sont non dégradées, aboutissant à des corps de Lévy qui vont tuer le neurone, qui vont asphyxier la cellule nerveuse. Alors maintenant, quel est le rôle de l'environnement? En fait, ce rôle est connu ou supposé depuis maintenant une trentaine d'années, de fait de deux choses.
Première chose, on a découvert dans les années 80 l'effet toxique d'une substance qu'on appelle le NPTP. Ce NPTP a une structure moléculaire qui est proche d'un pesticide. Et quand on injecte le NPTP, qui est en fait un dérivé de l'héroïne, et c'est comme ça qu'il a été découvert, c'est-à-dire qu'en Californie, en 82, des héroïnomanes ont utilisé de l'héroïne frelatée et ils ont fait une maladie de Parkinson aiguë. Donc ceci a été ensuite étudié et on a bien vu que ce NPTP avait une action toxique pour les cellules nerveuses qui fabriquent la dopamine. Et en plus, maintenant, on utilise cette molécule pour faire des modèles animaux de maladie de Parkinson. Et en fait, cette substance, elle agit en bloquant la pilote combustible des cellules nerveuses, c'est-à-dire qu'elle bloque le fonctionnement de certains organites cellulaires qui fabriquent de l'énergie pour les cellules. Et à partir du moment où il n'y a plus d'énergie, les cellules, elles meurent. Alors, des études épidémiologiques ont donc été effectuées au début des années 80 et 90, qui avaient déjà montré, dans le cadre d'études méthodologiquement discutables, qu'il y avait un lien avec la maladie de Parkinson et le métier d'agriculteur, avec une augmentation du risque de 42%. C'est ce qu'on appelle l'odd ratio. Ceci correspond donc à une augmentation du risque par rapport à un risque théorique de 1, où là, normalement, ceci correspond à la prévalence de la maladie en population générale. Ça, c'était le premier point, et déjà, on avait remarqué que, ma foi, plusieurs types de cultures étaient préférentiellement associées à la survenue de maladie de Parkinson. Et puis, le deuxième facteur, c'était l'existence d'un lien entre maladie de Parkinson et la consommation d'eau de pluie privée en milieu rural. Donc ça, c'était connu depuis les années 80. Alors malheureusement, on va dire qu'on ne sent pas très bien. Et ceci est simplement pour illustrer un petit peu mon propos dans le cadre d'une étude française qui a été effectuée justement par Frédéric Moisan, donc de l'Institut de veille sanitaire, et qui s'est effectuée sur 5 départements français, et qui a bien montré qu'il existait une surexposition, enfin un surrisque de maladie de Parkinson dans le milieu agricole, et en particulier de façon significative dans les professions utilisant ou faisant de la culture de fruits et de la grande culture mixte. Donc, le lien avait été effectué entre le métier agricole et la survenue de la maladie de Parkinson, d'où bien sûr l'hypothèse d'une surexposition ou une exposition aux produits phytosanitaires. Alors, ceci est une étude qui résume, qui est très récente, qui est issue justement du document collectif élaboré par l'INSERM en 2013, et qui fait la synthèse de la plupart des études qui ont exploré le lien entre maladie de Parkinson et milieu agricole. Et vous voyez qu'ici, ceci correspond à un risque nul de développer la maladie de Parkinson suite à l'exposition aux produits phytosanitaires. Et ici, un risque qui est augmenté. Vous voyez que ce risque, il est augmenté en fonction des études, entre un peu moins de 1,5 et pour certaines jusqu'à 6. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas d'études qui ont démontré que le lien entre exposition aux produits phytosanitaires et maladie de Parkinson était un lien négatif. Il y a juste une étude qui a pu le démontrer. Dans des études plus récentes qui ont fait le lien entre le risque de développer la maladie de Parkinson et l'exposition à des classes de pesticides, vous voyez que les liens ont été établis pour les herbicides, pour les insecticides, mais de façon moins nette pour les fongicides, encore que les résultats récents tendent à le démontrer. Voici justement des données qui ne sont pas encore publiées, que m'ont fourni Frédéric Moisan et Alexis Elbaz, qui est parti de la même population du sud-ouest de la France, qui a été explorée au niveau de 5 départements, et qui a démontré, bien sûr, le rôle, d'abord, qu'il y avait une surreprésentation de la maladie de Parkinson auprès des agriculteurs, et que le risque était d'autant plus important
que l'exposition était intense. C'est-à-dire que, probablement, plus l'exposition aux produits phytosanitaires est élevée, et plus le risque de développer la maladie de Parkinson est important, alors que la durée de l'exposition ne semble pas associée significativement à ce risque. Par contre, l'exposition de produits cumulés également expose de façon significative au risque de développer cette maladie. Si on regarde maintenant par rapport aux classes de produits, eh bien, on retrouve un peu la même chose, avec en particulier ici une relation qui est maintenant établie avec les fongicides dans le cadre de cette étude, et en particulier en lien entre exposition aux fongicides et la durée de l'exposition. Alors, quelles sont les substances en cause? Eh bien, bon, j'en ai tiré une liste ici, elle n'est pas exhaustive. Ce sont essentiellement des produits organofluorés, dont la plupart d'ailleurs sont maintenant, je crois, supprimés du commerce. Il y a aussi des produits qui sont plus des fongicides, la roténone et le paraquat. Donc, le paraquat a été supprimé, je crois, du commerce depuis très longtemps. La roténone, de façon beaucoup plus récente, puisque ça date de 2001. Produit qui était d'ailleurs en aparté très utilisé par les particuliers, peut-être plus d'ailleurs que par les professionnels, mais ça je ne suis pas spécialiste pour le dire. Donc le lien a bien été établi avec le risque qui était lié d'une part au sexe, au temps d'exposition, au nombre de molécules associées, à l'intensité de l'exposition. Alors, si on regarde maintenant les mécanismes d'action, je vous ai mis cette diapositive pour vous dire qu'il y avait deux grands mécanismes quant à la mort des neurones. D'une part, ici, l'agrégation de protéines défectueuses qui vont tuer le neurone, et puis le dysfonctionnement des systèmes qui permettent de donner de l'énergie aux cellules. En fait, toutes ces substances vont agir principalement en réduisant les capacités d'élaboration de l'énergie pour la cellule, qu'il s'agisse du paraquat, c'est bien démontré maintenant, de la roténone, de la diéldrine, qui est un autre produit, et tous ces produits donc ont une action à peu près identique. Alors juste pour finir, un petit éclairage sur les recherches actuellement en cours concernant l'interaction dont je vous ai parlé, gène-environnement. En fait, il faut savoir qu'un gène, il existe sous plusieurs formes pour un individu, et certains gènes vont coder pour des protéines qui vont être plus ou moins efficaces. Et il existe en fait un lien fort entre les gènes qui interviennent dans la dégradation des produits phytosanitaires et le risque de développer la maladie de Parkinson. Alors, je vais passer cette diapo pour, par exemple, vous dire que, et ça ce sont vraiment des études récentes, que, par exemple, il a été montré que l'exposition au paraquat et un polymorphisme du gène qui code pour cette substance, qui intervient dans la dégradation des produits phytosanitaires, est fortement corrélé à une augmentation du risque de la maladie. Par exemple, cette forme de polymorphisme qui se traduit par une diminution de l'action de la substance qui va dégrader les produits phytosanitaires augmente le risque de maladie de Parkinson par un facteur de 11. Donc c'est très important. Ceci a été observé avec d'autres produits, par exemple ici l'interaction entre des pesticides qui interviennent sur le métabolisme des cellules nerveuses d'une part, et l'interaction avec le polymorphisme de ce gène qui intervient aussi dans la dégradation des protéines. Et bien si ce gène est déficient, vous avez une augmentation du risque de développer la maladie de Parkinson lorsque les patients sont exposés à cette classe de pesticides par un facteur 7. Même chose avec un autre pesticide qui va, lui, qui vont, eux, interagir avec les polymorphismes de ce gène, qui, lui, intervient dans le métabolisme de la dopamine, et il y a également une interaction significative. Donc, en résumé, ce que l'on sait maintenant, c'est que l'augmentation du risque
liées à l'utilisation des produits phytosanitaires dans la maladie de Parkinson, et je pense tout à fait, on va dire, prouvées. Ceci est vrai pour les agriculteurs, mais aussi pour les populations qui vivent à proximité des terrains de culture. Le rôle du sexe masculin est bien établi, on en a parlé ce matin. Rôle du temps d'exposition, de l'accumulation de substances utilisées, de l'intensité d'exposition. Il y a aussi, et ça a été démontré dans des études californiennes, un rôle sur les techniques d'épandage, en particulier les systèmes aériens pulsés exposeraient plus au risque de développement de cette maladie. Et enfin, il existe un risque plus important encore sur des populations qui ont une susceptibilité génétique à développer cette maladie. Alors, le futur, c'est d'une part de confirmer ces études d'interaction gène-environnement sur des grandes populations, car actuellement les études sont limitées à des études sur de quelques centaines de cas. Il faut aussi travailler non plus sur un polymorphisme génétique qui ne s'intéresse qu'à quelques gènes, mais sur l'ensemble du gène, ce qui est maintenant possible par la technique de séquençage du génome entier. Et enfin, et ça je pense que c'est important, essayer de modéliser la maladie de Parkinson en cas d'exposition à des produits phytosanitaires sur des animaux qui expriment tel ou tel gène pour bien explorer plus en détail cette interaction. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense avoir respecté à peu près mon temps.